trip in my rocket ship. We'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye, and away we'll fly. Destination moon. We'll travel fast as a light till we're out of sight. The earth will be like a toy balloon. What a thrill you'll get riding on my jet. A destination moon. We'll go up, 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 up. Straight to the moon we two. High in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my space mobile, a supersonic, a honeymoon. Leave your cares below, pull the switch, let's go. Destination, destination moon. Dr. von Braun, how would you say we stand in relation to the Russians, and do you think we can ever catch up? I'm convinced that in the space field, the Russians are ahead of us, particularly in large weightlifting capability, and that at the moment the problem is not so much to catch up, but first build up the working speed that they have already demonstrated. After we are running as fast as they do, there's still a considerable gap to close, and only the future will tell whether we'll manage to close that gap. Je vous ai dit au cours du premier volet que cette course à l'espace entre les deux blocs était en réalité une farce et que les deux puissances travaillaient main dans la main. On peut aisément s'en apercevoir juste en survolant l'histoire officielle. Au crédit des soviétiques, vous avez le premier satellite et puis le premier homme dans l'espace. Pour les Américains, il y a la première sortie extravéhiculaire dans l'espace et le premier homme sur la Lune. Encore que là-dessus, nous aurions beaucoup de choses à dire. Et justement, il y a une chose folle qu'un chercheur de vérité américain a osé faire. Il a demandé aux astronautes ayant participé aux missions Apollo de jurer sur la Bible qu'ils avaient réellement marché sur la Lune. Or, vous le croirez ou non, alors qu'il aurait été si simple de faire taire l'audacieux clown en jurant une bonne fois pour toutes sur la Bible, eh bien, il se trouve qu'aucun des astronautes n'a accepté de se plier à la demande, à l'exception d'Edgar Mitchell, d'Apollo 14, et d'Eugène Cernan, d'Apollo 17. Et encore, après avoir juré, vous verrez que leurs réactions sont particulièrement explicites. You really like attention, don't you? You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black, if I ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Away from me? You're a coward and a liar and a thief. You want me to knock you in the head? Well, I want you to swear to God on the Bible that you walked on the moon. Okay. If you walked on the moon, we're given the opportunity to swear to God that you walked on the moon. I'm going to give you the opportunity to get the hell knocked out of you if you don't leave me alone. So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Cybro, knowing you, that's probably a fake Bible. Well, you're talking to the wrong guy. Why don't you talk to the administrator at NASA? We're passengers. We're guys going on a flight. I don't hit people, but you're going to be on the deck unless you get... I'm heading out. I appreciate it. And get the hell out of my house. Well, take your stuff and get the fuck out. Why don't you quote me and say it's bullshit? The shadows in the wrong place. I don't give a damn about all that shit. You're full of shit. Of lunar orbit being falsified. Being falsified? Correct. We got an unedited tape from a source at the Johnson Space Center. Totally nonsense. Mr. Cybro, you do not deserve answers. If you show this publicly, you're open for a lawsuit. Okay? Si ici en France, jurer sur la Bible ne signifie pas grand-chose,
Il en va autrement des États-Unis et du peuple américain, qui a l'esprit particulièrement religieux et qui est largement attaché à toutes ces considérations archaïques, même s'il s'avère que les autres sont plus ou moins liés à des sociétés secrètes de type franc-maçonnerie, outre-Atlantique. Les membres de ces sociétés n'en sont pas pour autant imprégnés d'un esprit laïque. Pensez que religion et franc-maçonnerie sont deux choses diamétralement différentes et que tout oppose relève en réalité de la bêtise. Ces organisations travaillant toutes pour le même patron, savoir celui qui est symbolisé par un œil tout en haut d'une pyramide, dans le pyramidion, séparé de la base. Tout au long des siècles, quitter la Terre fut un rêve impossible. Mais deux scientifiques rivaux furent marqués par la grosse accomplissement de ce rêve. Leur lutte allait changer l'histoire. Feu! À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Russes et les Américains déterminèrent les secrets de la technologie des missiles germaniques. Qui est le cerveau derrière tout ça? Werner von Braun était un génie très intelligent sur son temps. Quand il se rendit aux Américains, il apporta avec lui ses rêves de conquête de l'espace. Un jour, d'autres fusées quitteront l'orbite terrestre pour explorer d'autres planètes. Mais la vision de von Braun avait un prix. Vous étiez membre du Parti national-socialiste? Oui, je l'étais. Et des SS? Oui, j'avais obtenu le grade de major. Sans que von Braun n'en sache rien, les soviétiques avaient leur propre vision de la conquête spatiale. Votre confession. Sergei Korolev avait été condamné à 10 ans de goulag pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Une fois libéré, il devint le chef du programme de conception des missiles russes et accomplit de telles prouesses que son existence fut cachée au monde occidental. Dans l'intérêt de la sécurité de l'État, personne ne doit connaître votre identité, comme si vous n'aviez jamais existé. Korolev espère qu'en répondant aux attentes des militaires, il pourra enfin accomplir l'ambition qui est la sienne depuis si longtemps, voyager dans l'espace. La première étape serait de placer un satellite en orbite autour de la Terre. Ensuite, viendrait le vol spatial habité. Mais de l'autre côté du monde, aux États-Unis, Korolev sait qu'il a un rival. Ce qu'il ignore, c'est que son rival doit faire face à une crise. Cantonné par l'armée américaine à ne développer que de petits missiles à faible portée, Werner von Braun voit ses ambitions s'effondrer. J'ai l'impression d'avoir tout essayé. Les militaires ne voient pas la portée de tout ça. Les seuls à montrer de l'intérêt pour la conquête de l'espace, ce sont les studios de Walt Disney. Il y a peut-être une solution. Vendre l'idée en direct au peuple américain. Leur expliquer qu'il ne s'agit pas seulement de missiles. Leur montrer que l'espace, c'est la nouvelle frontière de l'Amérique. Quand on lance un objet en l'air, il suit une courbe ascensionnelle en arc, mais sa vitesse ne peut lutter contre l'attraction terrestre, et il ne peut que retomber sur Terre. Cailloux ou missile, les effets sont les mêmes. Mais avec cette fusée, on pourra envoyer une sorte de capsule beaucoup plus vite et donc plus haut. On pourrait l'envoyer
au-delà de l'atmosphère. Et là, la placer en orbite autour de la Terre où elle serait maintenue par les forces conjointes de sa propre vitesse et de l'attraction terrestre. Maintenant, imaginez que ce soit un satellite qu'on ait lancé. Il tournerait autour de la planète en photographiant tout ce qui pourrait nous intéresser, y compris les choses que les Américains préféreraient nous cacher. Von Braun lance lui aussi une offensive. Il tente de prendre de court les militaires qu'il emploie et persuade les productions Walt Disney de vendre son rêve de conquête spatiale au grand public américain. Une fois que le satellite aura atteint son orbite, la Terre, désormais à plus de 1500 km de distance, apparaîtra comme un gigantesque globe, admirable et inquiétant. L'Amérique du Nord ressemblera à un grand patchwork de vert et de brun, s'étirant des montagnes rocheuses couvertes de neige jusqu'au bleu immense, profond et brillant des océans. Sur la partie de la Terre plongée dans la nuit, toutes les grandes villes du monde seront des points de lumière scintillants. Et la Terre elle-même se détachera au milieu du noir absolu de l'espace. La seule vraie victoire sera la conquête de l'espace. Si nous ne la gagnons pas, une autre nation, peut-être animée de moins bonnes intentions, l'emportera. Avec un télescope de très grande puissance, on peut voir la surface de la Lune. Ou un jour, un homme... Coupé. En captivant 40 millions de téléspectateurs à une heure de grande écoute, Von Braun devient bientôt connu de tous. Loin des projecteurs, les choses commencent à évoluer selon ses voeux. Contrairement aux Soviétiques, les Américains projettent secrètement de lancer un satellite espion. Ils annoncent le projet de lancement d'un satellite scientifique qui leur servira de couverture. The President today approved plans by this country of going forward for the launching of a small, unmanned, Earth-circling satellite in the region beyond the Earth's atmosphere. Dans le scénario de cette conquête, la Lune semble un territoire assez neutre finalement, mais tout de même avec une prédominance, un leadership américain. Les Soviétiques enverront des sondes et des véhicules sur la Lune, mais pas des hommes, chacun se partageant le travail, les alunissages des uns venant compléter les cases vides des alunissages des autres. Pour Mars et Vénus, la stratégie est différente. Sur Mars, les Américains sont rodés. Ils réussissent presque à tous les coups. Ce n'est pas du tout le cas des Soviétiques qui iront d'échec en échec, au point qu'on parlera même d'une véritable malédiction. C'est exactement le contraire d'ailleurs qui se passe pour Vénus, comme si Soviétiques et Américains s'étaient partagé le gâteau de la conquête spatiale. Il y a d'ailleurs un film hollywoodien qui montre particulièrement bien cette complicité entre Russes et Américains. C'est le film Space Cowboy. Votre concept est plus ancien que tous les systèmes de guidage existants. Il était en avance sur son époque en 69, mais cette technologie est maintenant dépassée. Aucun des ingénieurs actuels n'arrive même à parler ce langage et les plus anciens sont tous... Enfin... Ouais. Ben, en vérité, il n'avait pas été conçu pour cette durée de service. Il avait été conçu pour le Skylab. Mon seul conseil est de capturer ce satellite pour le ramener. Il est trop gros. Pour la navette spatiale, c'est quoi comme appareil? C'est un satellite de communication russe. Nom de Dieu, mais que fait mon système de guidage sur un satellite russe? Ce n'est pas notre principal sujet d'inquiétude. Beaucoup de personnes se sont manifestées après notre première émission pour me poser des questions sur les satellites, et notamment les satellites GPS, si utiles dans notre quotidien. Mais avant d'en venir à ce sujet, il me faut vous raconter une petite histoire. Au XIXe siècle, avec l'électricité, se développe le télégraphe et le téléphone. C'est une communication filaire qui est évidemment très contraignante et qui nécessite de grandes infrastructures au sol. Au tout début du XXe siècle, l'humanité développe finalement les transmissions radio. Cette technologie va naître avec le siècle et la première expérience marquante en 1901 de Marconi, qui réalise la première transmission radio entre le Canada et l'Angleterre. On utilise alors de grandes antennes émettrices, réceptrices, pour développer ces communications. En France, tout le monde s'en souvient, la Tour Eiffel va rapidement servir de relais émetteur pour la radio et la télévision. Mais l'un des premiers dispositifs les plus usités,
c'est le ballon porte-antenne. Ces ballons étaient capables de relayer les ondes radioélectriques et forcément, durant les conflits, ils étaient très utiles puisqu'ils permettaient au champ de bataille de communiquer avec les postes de commandement restés en retrait. Comme on s'en doute, la Seconde Guerre mondiale va apporter énormément de progrès dans le domaine, avec notamment la mise au point des premiers radars en VHF qui permettaient de détecter les raids aériens avant que les avions ne fondent sur les villes. Mais c'est finalement l'espace qui apportera la dernière révolution dans le domaine des communications avec les satellites géostationnaires. Toutes ces communications sont possibles grâce aux satellites géostationnaires. Placés sur un cercle situé à 36 000 km de la Terre, ces satellites tournent au même rythme que notre planète. Ils suivent son mouvement en restant toujours à la verticale d'un même point de l'équateur. Ils semblent donc parfaitement immobiles dans le ciel pour un observateur au sol. En réalité, ils se déplacent à plus de 3 km par seconde sans utiliser aucun carburant, car dans le vide spatial, ils conservent naturellement leur vitesse initiale. Sur l'orbite géostationnaire, Eutelsat exploite une flotte de satellites qui couvre les 2/3 de la planète. Il est amusant de savoir que ce concept des satellites géostationnaires, ce n'est pas un scientifique, comme on pourrait le penser, qui en est à l'origine, mais un auteur de science-fiction. Cet auteur publie, fin 1945, une nouvelle intitulée « Les relais extraterrestres » dans laquelle il imagine et décrit les lois fondamentales régissant le déploiement de satellites artificiels en orbite géostationnaire pour relayer des signaux radio. Les ingénieurs des télécommunications se serviront de ce modèle et réussiront à concrétiser cette nouvelle idée. Cet auteur, considéré comme le père du satellite de communication, vous le connaissez bien, c'est Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001 l'Odyssée de l'espace, roman dont l'adaptation sera réalisée par Stanley Kubrick, un autre personnage génial dont nous avons déjà parlé précédemment et dont la rumeur rapporte qu'il aurait tourné en studio les séquences sur la Lune des missions Apollo. You've got 3 more steps and then a long one. Okay, I'm going to leave that 1 foot up there and both hands down to about the 4th rung up. There you go. Okay, now I think I'll do the same. A little more. About another inch. There, you got it? That's a good step. À l'époque, il faut savoir que les télécommunications longue distance s'effectuent par ondes radio-hyperfréquences. Les câbles téléphoniques sous-marins, eux, ne permettent pas de transmettre les inflexions de la voix. Donc, seuls les messages télégraphiques utilisant le Morse peuvent transiter par ces câbles. Quant aux communications longue distance par radio, comme la télévision qui apparaît à l'époque, il nécessite un réseau dense d'antennes relais pour permettre une couverture complète. Et ça interdit leur diffusion forcément au-delà des océans. De plus, ces transmissions sont tributaires des conditions météo et de l'état de l'ionosphère sur laquelle les ondes radio doivent se réfléchir. Notez bien ce petit détail d'ailleurs, car finalement, la télévision par satellite est tributaire aujourd'hui exactement du même aléa. Par mauvais temps, par temps orageux, plus aucun programme ne passe. Pas grande différence au final avec les transmissions radio-télévisées de l'époque. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Le système des antennes relais est toujours plus performant, avec notamment la TNT, la télévision numérique terrestre, que l'on reçoit d'ailleurs par antenne râteau ou par parabole, selon la couverture du réseau. Et de l'autre côté, vous avez le réseau des câbles de son côté, notamment la fibre optique, permet au réseau Internet de faire transiter des programmes télé en toute sécurité. On se rend donc compte que dès les débuts, les télécommunications par satellite
seront mis en concurrence avec le câble. Et même, on se rend compte que ça fait vraiment doublon. Alors on se dit, ok, sur Terre ça marche bien, on a des bonnes technologies. Maintenant, on veut communiquer avec un pays, typiquement les États-Unis, au-delà des océans. Quelles sont les technologies possibles? Celle qui vient à l'esprit, c'est généralement la radio ou les satellites. Et beaucoup de gens pensent que les télécommunications utilisent des satellites. Au risque de vous décevoir, les communications satellites, c'est quelques pourcents des communications. 95-97% des communications, des télécommunications, ça passe par des câbles. Finalement, on se demande encore si ces satellites de télécommunication ont une quelconque utilité et s'ils ne sont pas là pour créer un décor d'enfumage, un arrière-plan grâce auquel l'humanité garderait quelque part dans sa conscience les yeux toujours tournés vers les étoiles. Quoi qu'il en soit, sur la base de la nouvelle d'Arthur C. Clarke et en pleine propagande pro-spatiale menée en parallèle par Walt Disney et Werner von Braun, des articles scientifiques et des études économiques sur la faisabilité des satellites vont alors voir le jour, rédigés par des ingénieurs pionniers dans le développement des communications. À partir de 1955, tout le monde travaillera alors sur la conception de ces satellites artificiels jusqu'au lancement du premier d'entre eux par les soviétiques, Sputnik 1, en 1957. La suite, nous la connaissons, c'est le début de la course à l'espace. Scanning the horizon in Moscow while the world watches the flight of the satellite. They call it Sputnik. Russia hails its own achievement with loud praise. Defense Minister Marshal Zhukov declares Soviet science makes possible newest weapons for its armies, including the intercontinental ballistic missile. Until 2 days ago, that sound had never been heard on this earth. Suddenly, it has become as much a part of 20th century life as the whir of your vacuum cleaner. It gets the American people alarmed that a foreign country, especially an enemy country, can do this, and we fear this. C'est un coup dévastateur porté à la fierté nationale américaine. Le président Eisenhower subit immédiatement des pressions pour combler le fossé du missile. Mr. President, are you saying you are not concerned about our nation's security? As far as the satellite itself is concerned, it does definitely prove the possession by the Russian scientists of a very powerful thrust in their rocketry. 4 semaines seulement après le lancement du Sputnik, Korolev réussit à envoyer la première créature vivante dans l'espace. The Soviet Union has launched a second Earth satellite. You admire the Russians for doing it or not? No, definitely not. I said we should have been the first ones to have it, if there's such thing. This satellite should be long remembered as a symbol of the torture the animal world must go through. And I don't mean to be facetious at all, but there's a female up there circling Mother Earth. Laika ne survit en orbite qu'à peine plus de 5 heures avant de mourir de chaleur. What do you think about America not being able to do the same? If I was in military service and fell down on a job like that, I could stand a court-martial. Chers amis, je suis fier de vous annoncer la réussite du lancement de Explorer 1, le premier satellite artificiel américain qui a été mis en orbite la nuit dernière. Depuis très longtemps, mon seul but dans l'existence est la mise en œuvre de vols dans l'espace. Aujourd'hui, nous avons relevé le défi des soviétiques et par la même occasion, nous avons ouvert les portes du ciel. Von Braun a enfin son satellite. Vous êtes satisfait des dimensions? Mais il n'a toujours aucune idée de l'identité de l'homme qu'il vient de vaincre. Ils sont allés plus haut.
Apparemment, les Américains ont égalisé les scores. Il semblerait qu'on fasse avec eux la course vers l'espace. Et nous, cette course, évidemment, on va la gagner. Mais bon, Rock, les satellites, alors bon, ils n'existent pas. Il y a quand même les satellites GPS. Tout le monde en a l'usage en permanence. Il suffit de posséder un smartphone. Eh bien, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés qui devaient traverser l'Atlantique étaient face à un problème. S'ils parvenaient à communiquer avec les vaisseaux, ils ne pouvaient pas les situer très précisément, ce qui était une réelle contrainte pour eux. On imagine qu'il était important de savoir à l'époque, en plein conflit, où se trouvait tel ou tel bâtiment, pour pouvoir en informer les autres. Et puis surtout pour les informer du temps restant avant que n'arrive tel ou tel renfort. Tout cela était une affaire de logistique. C'est pour résoudre ce problème que fut alors inventé le système LORAN en 1940. In 43, in the bad weather of the Aleutians, ships began mysteriously to navigate with accuracy in the worst storms. In the Pacific, planes on ships made on-the-nose rendezvous under what were formerly considered impossible conditions. And simultaneously in the hazardous North Atlantic, amazing feats of bad weather navigation were performed. A convoy made a perfect landfall following a 3-day storm, during which none of the usual observations could be taken. Something new in navigation was at work. What was it? It was secret, top secret. One of the war's most precious. Those on the inside, those that knew, used a strange new word to describe it. That word was LORAN, Long Range Navigation. By the end of 1945, more than 3,000 naval ships were using LORAN. 30,000 planes winging toward life and death objectives found their way with the help of LORAN. So vital did LORAN become to operations in the Pacific that LORAN equipment was often lugged ashore under fire. A chain of LORAN stations were set up, lacing the seas with a network of radio lines of position. Here's what's behind her. This LORAN station, manned by trained personnel, is one of a worldwide chain. These stations provide long-range navigation signals up to 750 miles by day and 1,400 miles by night. So precise is the LORAN timer that a pocket watch of the same accuracy would run 5 to 10 years without losing or gaining a single second. These same LORAN stations serve 300-mile-an-hour airliners on their day and night flights over the oceans of the world. LORAN stations are operating along both coasts of North America, along the Great Circle routes of the North Atlantic and Pacific. Accurate, efficient, reliable. Working day and night. Ce système est le jumeau, en fait, le jumeau parfait du GPS. Et il est toujours en service aujourd'hui. On raconte qu'il nécessite des infrastructures très lourdes, avec des pylônes de 300 mètres, etc. Mais pensez-vous sérieusement que ce qui était valable en 1945 l'est toujours aujourd'hui? Personnellement, je ne doute pas que ce système ait évolué et que les antennes se soient grandement miniaturisées depuis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe de nombreux moyens d'obtenir une géolocalisation par différents systèmes qui sont fonctionnels aujourd'hui encore. Le LORAN en est un exemple, un parmi tant d'autres. Quoi qu'il en soit, d'un simple point de vue technique, ce que l'on peut constater, c'est que les systèmes hyperboliques terrestres existent toujours, malgré les contraintes prétendues. Et donc c'est forcément à se demander pourquoi, puisque aujourd'hui nous avons le GPS par satellite.
et qui remplit exactement les mêmes fonctions. À noter que lorsque vous vous rendez sur les sites web de type Flight Radar 24, spécialisés dans le traçage en direct de tous les avions en vol, eh bien, il se trouve que les avions qui font de longues traversées océaniques disparaissent complètement des radars durant leur traversée. Et forcément, on peut regretter qu'ils ne soient pas encore reliés au système GPS. À moins que les satellites GPS, qu'on n'a jamais vus en vol, finalement, en dehors de ces quelques images 3D que nous proposent certains sites de la NASA, qu'on n'a jamais vu donc en vol dans l'espace, n'ait en réalité jamais existé. Et c'est là toute la question qui se pose. The GPS project was developed in 1973 to overcome the limitations of previous navigation systems, integrating ideas from several predecessors, including a number of classified engineering design studies from the 1960s. GPS was created and realized by the US Department of Defense and was originally run with 24 satellites. It became fully operational in 1995. Bradford Parkinson, Roger L. Easton and Ivan A. Getting are credited with inventing it. The design of GPS is based partly on similar ground-based radio navigation systems such as LORAN, Lima, Oscar, Romeo, Alpha, November, and the Decca Navigator, developed in the early 1940s and used during World War II. LORAN, Lima, Oscar, Romeo, Alpha, November, long-range navigation is a terrestrial radio navigation system which enables ships and aircraft to determine their position and speed from low-frequency radio signals transmitted by fixed, land-based radio beacons using a receiver unit. The Decca Navigator system was a hyperbolic radio navigation system which allowed ships and aircraft to determine their position by receiving radio signals from fixed navigational beacons. The system used low frequencies from 70 to 129 kilohertz. It was first developed by the Royal Navy during World War II, when the Allied forces needed a system which could be used to achieve accurate landings. I spent 9 years' service in Her Majesty's Royal Air Force, and I was trained at the Defence Intelligence Security Centre at Royal Air Force Chicksands, Bedford. After my training, it became patently clear that communication using triangulation with ground-based radar systems, which have been repackaged and resold as GPS. Toujours est-il que des chercheurs de vérité ont analysé avec des petits programmes le code source du système GPS lors de sa mise en fonction, car ils s'étonnaient de voir que les satellites étaient immédiatement captés par défaut avant même que la connexion GPS soit opérationnelle. Et alors, figurez-vous qu'ils ont découvert que le code source du système GPS portait la même signature, la même empreinte de triangulation que le système LORAN. La place ici aussi est plus que permise pour le doute. Bon, ok, le GPS, on ne peut pas être sûr, ok. Mais il y a les satellites météo quand même, Roch. Les satellites météo, là, ça c'est du lourd, ça existe. On voit tous les jours des images satellites à la télé pendant le bulletin météo. On ne peut pas remettre ces images en question. Et puis, on ne peut pas remettre en question tous ces nuages qui bougent. Ceux-là, ils bougent, à la différence des images qu'on a vues de la Terre en rotation sur 24 heures. Oui, sauf que, pensez-y une seconde. Il y a des milliers de stations météo au sol qui font 24 sur 24 des relevés. Il y a 554 stations météo en France métropole, c'est-à-dire une toutes les 30 km. Cette fois encore, les satellites sont totalement inutiles. Ils viennent en doublon d'un système terrestre tout à fait opérationnel et en plus particulièrement onéreux. L'autre question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi toutes ces stations, avec tout ce personnel que ça la représente, puisqu'il y a des satellites? À quoi ça sert tout ça? Les variables que mesurent ces stations
sont la température, la pression, la vitesse et la direction du vent, l'humidité, le point de rosée, la pluviométrie, la hauteur, le type de nuage, le type et l'intensité des précipitations, ainsi que la visibilité. Ces variations sont mesurées en permanence. Hein, vous avez, on va vous montrer sur l'écran la carte de toutes les stations météo pour la France. Et toutes ces stations sont connectées en réseau. À partir de là, songez qu'il suffit de rentrer tous les données dans un ordinateur, avoir une vue graphique, des données médielles à la seconde. Maintenant, si l'ordinateur est capable de reconstituer ces données en images reposées, vous saurez exactement la situation visuelle en réel. Inversez cette carte vue de dessous et placez la carte de la Terre ou une planète 3D. Faites défiler plusieurs images et vous aurez l'animation satellite 3D de votre bulletin météo. Vous ne croyez pas? Alors vous croirez peut-être Météo France qui vous dira la même chose sur son site officiel. Car rien n'est caché. Tout est démontré au grand jour de la loi de ce monde d'illusion. On dit aussi que les satellites pourraient détecter les tsunamis très rapidement pour en informer les populations. Bon. Mais la question que je vous pose, c'est pourquoi placer dans ce cas, dans certaines zones de l'océan, des bouées, à l'instar d'Albanie ici, chargées de mesurer les fluctuations des vagues. Si les satellites peuvent en faire autant, et même mieux, c'est la question que je pose. À quoi servent donc ces balises? Différemment posées, à quoi servent donc ces satellites? Regardez maintenant les images du tsunami de 2004 vues par satellite. Et dites-moi si cela ressemble réellement à des films, à des images ou à des dessins animés. Le 26 décembre 2004, à la suite d'un tremblement de terre sous-marin, l'Asie du Sud-Est a été frappée par un tsunami d'une rare puissance. Des côtes indiennes à l'Indonésie, l'eau dévastatrice a envahi les terres sur plusieurs kilomètres. Au moment de la catastrophe, les images satellites ont été précieuses pour cartographier les zones dévastées, évaluer les dommages et aider au déploiement des équipes de secours. Les scientifiques ont également utilisé l'imagerie spatiale pour modéliser l'effet d'un tel séisme et comprendre la propagation de l'onde de choc et son intensité. En pleine mer, l'anomalie de surface mesurait 50 cm de haut sur plusieurs dizaines de kilomètres de large. Mais à l'approche des hauts fonds côtiers, ce sont des vagues de plusieurs mètres qui ont déferlé sur les rivages. Ce type de modélisation, applicable à toutes les zones sismiques du monde, permettra de déterminer les zones côtières à risque et d'adapter leur aménagement en conséquence. Une autre question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi tous les centres météo du monde, centralisant les images satellites, sont-ils sous surveillance et considérés comme des zones sensibles? Pourquoi sont-ils si étroitement liés aux militaires, avec des salles strictement interdites aux visiteurs? Évidemment, en temps de crise, en temps de guerre, le climat, je comprends, est une donnée sensible et importante. Mais ce caractère scientifique et militaire laisse la porte ouverte à toutes sortes de questions. Alors, les satellites imaginés par Arthur C. Clarke existent-ils vraiment? On en voit dans le ciel la nuit qui passe. Certes, mais peu en proportion de ceux qui sont censés être dans l'espace. Et puis, sont-ils seulement indispensables? Tout cela ne constitue-t-il pas une sorte d'enfumage, de voile d'illusion qui s'agite parfois pour attirer notre attention vers les étoiles? En avion, en mer, en train et partout où les réseaux terrestres sont absents ou faiblement déployés, le satellite assure ainsi une connexion à l'Internet et à tous les réseaux de communication numérique. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la télévision haute définition et le développement des usages du haut débit, jamais les hommes n'ont eu autant besoin d'espace pour communiquer. Eh bien, pas seulement, malheureusement.
Car en fait, le marché des satellites est considérable. L'argent prélevé sur le budget des États à travers le monde, et donc par les impôts payés par le peuple, permet d'alimenter un marché parallèle où viennent disparaître des sommes faramineuses. Tout cela est couvert par les contrats d'achat, peut-être, sans doute, probablement, totalement fictifs de satellites imaginaires. Cette arnaque rapporte des milliards aux prestidigitateurs qui, dans les coulisses, tirent les ficelles de ce spectacle d'illusion. C'est ainsi que l'argent disparaît pour réapparaître ailleurs. Mais tout n'est-il pas finalement de l'ordre du rêve? Est-ce que c'est un secteur très concurrentiel ou est-ce que ce sont toujours les mêmes? Il est très concurrentiel dans le sens où il y a 2, 3, 4 grands groupes qui occupent tout le terrain, ne serait-ce qu'en France, entre Thales, maintenant Airbus et avant EADS, il y a vraiment toute une chaîne et qui... ce sont 2 grands groupes qui accaparent les grands contrats qui sont les contrats européens à travers l'Agence spatiale européenne, les contrats de la Commission européenne. Et puis, en dehors de l'Europe? Quelques appels d'offres internationaux, mais c'est marginal. Donc européens, américains? Il y a beaucoup... Alors, pour ce qui est américain, ils ont un peu leur... C'est très continental, le marché des traitements d'images satellites. C'est très, très continental. On peut dire qu'il y a peut-être quelque chose, une petite exception, c'est sur tout ce qui concerne la météorologie, où il y a une obligation de coordonner, parce que, comme vous le savez, les nuages ne s'arrêtent pas aux frontières. Ouais. Et donc, en fait, il y a une vraie coordination et un monde de la météorologie qui est un monde un petit peu à part. Alors, Serge Resiano, vous nous avez fourni une image du monde où on voit en effet ce trou noir sur l'Afrique subsaharienne. Donc, expliquez-nous pourquoi, en image satellite civile, il y a ce trou noir sur l'Afrique subsaharienne. En fait, comme vous pouvez le voir sur les images, les antennes de réception sont des infrastructures lourdes, sont des antennes qui doivent suivre le satellite dans son évolution. Et au minimum, par exemple, il y a eu dernièrement l'AGEOS au Gabon qui a, ne serait-ce que l'antenne, fait 2 millions d'euros pour vous donner un ordre d'idée. Donc toute l'infrastructure pour le faire. Donc c'est quelque chose de cher. Et cet effort-là, il n'y a pas eu de décision. Il y a bien des tentatives actuellement d'essayer de monter une agence spatiale africaine, que j'encourage vraiment de tous mes voeux. Mais je dirais que toutes les tentatives, et il y a des choses qui sont faites en Égypte, il y a une station de réception en Algérie, il y en a une qui essaye de se monter à la Géos, mais je dirais que l'essai est difficile à transformer et avoir des données qu'on redistribue dans un réseau pour que le citoyen africain puisse accéder à ces données, y compris avec la fracture numérique que vous connaissez d'Internet, qui est très corrélée avec ce problème de la diffusion, c'est aujourd'hui très très difficile. Donc c'est une question d'argent, très clairement. C'est une question d'argent. Ou de souveraineté politique. C'est une question d'argent et puis aussi d'argent lorsqu'on la met sur la table, qui n'arrive pas toujours au bon destinataire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des programmes. Par exemple, nous, on espérait beaucoup là, du programme GMS for Africa, par exemple, de la Commission européenne. Et puis l'argent, bon... corruption, quoi. En France, c'est Airbus qui fabrique les satellites pour l'État français. Alors, vous vous dites, peut-être qu'il suffirait, qu'il faudrait interroger des ingénieurs travaillant à la fabrication de ces satellites et puis leur demander ce qu'ils en pensent. Hein ? Mais la réalité, c'est que ce travail sur les satellites n'occupe qu'une toute petite part du temps de la majorité d'entre eux. Le reste du temps, ces ingénieurs sont affectés à d'autres tâches, d'autres missions, parfois vraiment sans rapport. Vous vous dites que cette armée de scientifiques vont se poser des questions, qu'ils vont remettre en question l'utilité de leur situation, ce qu'ils ont appris à force de sacrifices et de privations. Vous savez, si notre société a choisi des esprits scientifiques plutôt que des esprits littéraires pour en faire une élite dont l'autorité n'est pas discutable, ce choix n'est peut-être pas dû au hasard. Prenez un enfant à l'esprit scientifique, genre de garçon ou de petite fille qui passera souvent ses récréations seul, à l'écart de ses camarades, parce que taciturne, maladroit, ayant peu de disposition pour les sports ou les jeux de ballon, bref, peu disposé à l'humour. Eh bien,
Cela perdure pour eux durant toute la scolarité jusqu'aux grandes études. Vous avez alors ces individus qui grandissent avec une sévère blessure de rejet en eux et qui sont en quête d'une forte reconnaissance. Et les voilà tout d'un coup, qui sont parachutés à des postes prestigieux, qui vont obtenir enfin la récompense pour toutes ces années ingrates, des postes honorifiques, des prix, un salaire conséquent. Et vous pensez sérieusement que ces esprits en quête de reconnaissance vont se poser de réelles questions? Pour la majorité d'entre eux, et le plus sincèrement du monde, ces esprits vont au contraire défendre tout ce qu'ils ont appris. Car malheureusement, la plupart du temps, ils sont malléables et parfaitement contrôlables. Ils deviendront, sans qu'on les pousse, les propres gardiens de leur cage. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été choisis, eux, plutôt que d'autres. Naturellement, je ne parle pas des génies de la science, ni de ceux fort courageux qui se sont aventurés dans des domaines exotiques ou inconnus et qui sont des esprits créateurs. À la suite de notre première émission, nous avons reçu pas mal de questions également à propos des différents sujets que nous avions abordés. Et il y a eu des messages enthousiastes aussi, mais aussi des messages nombreux plus critiques, parfois sévères. Mes propos ont été souvent déformés ou mal interprétés par certains, enfin qu'importe. Certains fanatiques de la science, défenseurs du dogme, se sont passés le mot, portés par leurs croyances qu'ils voyaient attaquer et qu'ils se devaient de défendre. D'une part, ils n'ont pas compris et sont totalement passés à côté de ma démarche, plus existentielle que scientifique, plus métaphysique que physique. D'autre part, en se comportant de cette façon presque épidermique, hystérique, ils ont montré qu'ils étaient en réalité ce que j'appelle des anticorps de la matrice. Quoi qu'il en soit, beaucoup de questions ont porté sur l'ISS. Beaucoup de personnes ont encore beaucoup de mal à imaginer que la NASA, mais pas seulement la NASA, toutes les agences spatiales, chacune à son niveau, aient pu fomenter un tel spectacle au nez et à la barbe des populations. Mais avant d'en venir à l'ISS, je voudrais faire un petit voyage avec vous, un petit voyage dans le passé.